Pour comprendre vraiment comment fonctionne une grande ville, il faut lui retirer sa peau et révéler les forces vitales qu'elle cache. Un système d'une incroyable complexité, dont dépendent des millions de gens, mais que peu comprennent. Partons pour un voyage fantastique. Pour comprendre vraiment comment fonctionne une grande ville, il faut lui retirer sa peau et révéler les forces vitales qu'elle cache. Un système d'une incroyable complexité, dont dépendent des millions de gens, mais que peu comprennent. Partons pour un voyage fantastique au cœur des grandes mégapoles du globe. Ce n'est qu'un point sur la carte. Un cœur financier battant dans l'ombre d'un géant communiste. Une toute petite tache en bordure du plus vaste pays d'Asie. Une péninsule bordée par plus de 200 îles, dont une poignée seulement sont habitées. Avec plus d'habitants que le Salvador entier, Hong Kong est l'une des villes les plus densément peuplées au monde. Pas loin de 7 millions d'habitants vivent dans un territoire à peine plus grand que Tahiti. Les terrains étant rares, Hong Kong bâtit partout où cela est possible, sur des pentes escarpées ou des terres conquises sur la mer. Mais ses véritables fondations, ce n'est pas la terre, c'est l'argent. Hong Kong compte plus de milliardaires par tête que toute autre ville. Ici, on a le sens inné des affaires. C'est ma ville, c'est mon toit. Bienvenue à Hong Kong. Comme la ville qu'il a vu naître, Jackie Chan est une véritable institution financière. Exploitant son talent pour les arts martiaux, il a mené une carrière fulgurante dans le cinéma. Il est aujourd'hui le symbole de Hong Kong. Je suis le plus chanceux des hommes. On m'a choisi comme ambassadeur auprès des touristes pour les Jeux Olympiques. Partout, on fait appel à moi. C'est Jackie qui fait tout. Jackie qui représente Hong Kong. La vie de Jackie a évolué parallèlement à la ville. Il est passé de l'anonymat à la célébrité, de la pauvreté à l'opulence. À Hong Kong, on ne peut survivre que si l'on évolue. Et l'argent est le vecteur de cette évolution. Hong Kong est une véritable machine. Elle change sans cesse. Je pense que Hong Kong est la ville la plus trépidante de la planète. Si tu avances lentement, il y a des gens derrière toi. Et si tu te fais rattraper, c'est fini. Tu es foutu. Pour réussir, il faut être devant. En 50 ans, la ville natale de Jackie Chan s'est hissée dans la cour des grands. Son principal atout, l'un des meilleurs mouillages naturels du globe. Le port Victoria. Pendant des siècles, il n'abrita que des pêcheurs et des pirates. Puis en 1839, les Britanniques y jetèrent l'ancre et firent d'un village rustique un joyau de la couronne. Une plaque tournante de la finance bâtie sur un puissant réseau commercial. Depuis ce port, des flots de marchandises sont expédiés aux quatre coins du globe. En 1997, cet inestimable joyau a été rendu à la Chine. Les Britanniques sont partis, mais les navires continuent leur va-et-vient, chargés d'une multitude de conteneurs.
Bienvenue dans les dépôts de conteneurs. Hong Kong est le port à conteneurs le plus animé de la planète. À telle enseigne que les dépôts des Modern Terminals ne ferment jamais. 1200 employés y font les 3-8, 365 jours par an, manipulant chaque jour des milliers de conteneurs. La capacité d'un porte-conteneur s'exprime en EVP, équivalent à 20 pieds, l'unité standard dans l'industrie maritime. Mais le directeur général, Ronnie Chan, ne parle pas en EVP, il parle en dollars. Ça, là, c'est le mouvement de l'économie. L'an dernier, 20 millions de conteneurs ont transité par Hong Kong. Des conteneurs pour produits alimentaires, matières premières, produits finis, toutes sortes de marchandises. C'est cela qui fait tourner l'économie. Le port est le terrain de jeu de Ronnie. C'est un rêve de petit garçon. Transporter de lourdes charges avec de gros engins. Là, c'est ce qu'on appelle la grue de quai. Mon engin préféré, c'est cet engin qui rapporte de l'argent. Ici, la grue de quai est un jouet, mais un jouet lucratif. Et ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ce type de grue pèse 900 tonnes, soit 4 fois le poids de la Statue de la Liberté. Un engin si lourd qu'il se déplace sur des rails pour venir s'aligner parfaitement le long des navires. Les 3 grues doivent être prêtes avant que le navire arrive. Il faut qu'elles soient toutes alignées. Si elles ne sont pas bien alignées, on va être en retard, on perd du temps. En ces lieux où le temps est précieux, chaque geste est mesuré. Vous voyez ce truc qui monte ? Il ne va pas le monter tout en haut et ensuite se pousser. Il pourrait, mais s'il le fait, il va perdre beaucoup de temps. Un opérateur de grue expérimenté connaît toujours la marge de sécurité. Il sait comment procéder pour gagner du temps. Et si on chronomètre, la prochaine caisse va arriver dans environ 30 secondes. C'est rapide et c'est efficace. Plus ils vont vite, j'ai horreur de dire ça, mais plus l'argent rentre vite dans les caisses. Modern Terminals est un microcosme de Hong Kong, une véritable mine d'or fonctionnant à plein rendement. Pourtant, une cruelle ironie a récemment fait trembler Hong Kong. Un profond bouleversement menaçant de tarir le flux de capitaux. Imaginons qu'on emprunte un bijou inestimable pour une durée de 100 ans. À l'échelle humaine, un siècle est une éternité. On ne se soucierait guère de rendre ce trésor. On mourrait probablement bien avant l'échéance. Mais pour la nation la plus vieille du monde, un siècle n'est rien de plus qu'un instant. En 1898, la Chine avait signé un traité avec la Grande-Bretagne par lequel elle lui cédait pour 99 ans les territoires entourant l'île de Hong Kong. L'échéance approchant, la Chine exigea que son trésor lui soit rendu. Et en vertu de l'accord de rétrocession de la colonie, les dirigeants communistes chinois s'engagèrent à ne pas perturber le régime capitaliste de Hong Kong. Ils baptisèrent leur politique « Un pays, deux systèmes ». Mais pour Hong Kong, le constat était plutôt « deux systèmes, un cauchemar ». Les experts prédirent un désastre. Cet îlot capitaliste, affirmait-il,
était vouée à être engloutie par l'océan communiste. Les marchés financiers allaient paniquer. La bourse s'effondrait. L'industrie maritime coulait. Mais surtout, Hong Kong allait perdre son ossature. Ses banques allaient plier bagages et partir. Pourtant, l'une d'elles refusa de partir. Dans une audacieuse déclaration, elle affirma que le capitalisme ne disparaîtrait pas et le prouva en érigeant un bâtiment en acier, béton et verre d'une valeur d'1 milliard de dollars. Conçu comme le meilleur bureau de banque au monde, le siège social de la Hong Kong and Shanghai Bank est un modèle du genre. Il a réinventé le concept de la tour de bureau. Ce qui fait l'originalité du bâtiment, ce sont les innovations introduites par les gens de Hong Kong. À l'époque, le développement des technologies était très rapide. On s'est mis à informatiser les opérations bancaires jusqu'à leur manuel. Et ce bâtiment avait besoin d'être modernisé pour répondre à cette évolution. P.Y. Lee travaille ici depuis le tout premier jour. Ingénieur en 1985, il gère à présent la tour tout entière. Érigé sur un timbre-poste, le bâtiment a été préfabriqué en grande partie à l'extérieur du site. Et ce serait difficile de lui apposer le label « Made in Hong Kong ». Comme la ville elle-même, il comporte en effet des éléments provenant de l'étranger. L'acier a été fabriqué en Grande-Bretagne, le verre aux États-Unis. Un gratte-ciel produit aux 4 coins du globe et expédié pièce par pièce. Aucune marge d'erreur n'était permise et la précision du travail d'ingénierie a été sans précédent. En 2 mots, les pièces s'imbriquaient à la perfection. Certaines peuvent même être réarrangées. Il n'y a pas besoin de démolir quoi que ce soit pour modifier la configuration. C'est comme si on construisait avec des Legos. On peut facilement manipuler n'importe quelle pièce. Chaque surface intérieure, mur et plancher, peut être déplacée. Il en est de même de l'infrastructure du bâtiment. Fils électriques, câbles d'ordinateur, conduits d'aération, tout peut être réagencé sans démolir un seul mur. Par exemple, si le système de climatisation doit être réaménagé, il suffit d'enlever le conduit et de l'installer ailleurs, puis de boucher l'orifice du conduit inutilisé. Ce concept continue d'être considéré comme technologiquement très avancé. Dans la plupart des bâtiments, les systèmes de chauffage et de refroidissement occupent des étages entiers, mais pas ici. Ces éléments viennent en effet s'insérer dans la structure externe de l'immeuble. En un rien de temps, ils peuvent être enlevés, réparés ou remplacés. Mais le joyau de la banque est cette verrière pilotée par ordinateur. Elle se compose de 480 miroirs immenses que l'on peut configurer de 20 différentes manières. Ces miroirs collectent la lumière et la réfléchissent à travers les 11 étages d'un atrium. Diffusant chaleur et lumière à travers le bâtiment, ils allègent les factures d'électricité de milliers de dollars. Mais aussi impressionnante soit-elle, la verrière n'est pas l'innovation préférée de M. Lee. Sa technologie favorite, c'est ce chariot à documents. Parce que c'est comme les petites voitures avec lesquelles on jouait quand on était enfant. C'est un énorme jouet. Le chariot à documents, ce sont en fait 120 wagons circulant indépendamment sur un seul rail. Une voie de transfert permet à 2 unités de se croiser comme de véritables trains. Chaque unité peut transporter jusqu'à 20 kg de papier. Près de 3000 documents circulent ainsi chaque jour. À pleine charge, les wagons pourraient supporter le poids d'une voiture de sport. Ce chariot s'inspire d'un système de répartition des pièces au sein d'une gigantesque usine. Il circule à travers le gratte-ciel sur 543 mètres de rails, soit près de 2 fois la longueur de la Tour Eiffel. Tout comme les trains jouets, il se déplace le long d'une voie électrifiée.
Des rainures permettent de maintenir les roues en place et d'éviter que le chariot ne déraille. Ce train est d'une telle stabilité qu'il peut transporter les précieux documents bancaires dans n'importe quel sens, et même à la verticale. Voilà ce qui s'appelle de la sécurité financière. Aux yeux de M. Lee, ce gratte-ciel atteint la perfection. Et il le fallait. Dans une ville où les terrains sont rares, il n'y a pas de place pour l'erreur. Entre le projet et la pose de la première pierre, cette mégacité consulte parfois son propre type d'expert. Man Fong est l'entrepreneur hongkongais par excellence. Il utilise la sagesse des anciens pour concevoir des modèles d'architecture moderne. Né en Chine, le Feng Shui est l'art de créer l'environnement parfait. Très en vogue à Hollywood, il va bien plus loin qu'un simple réaménagement de votre salon. L'objectif est de canaliser les flux d'énergie. Feng Shui signifie vent et eau, mais tire ses origines de l'étude scientifique de l'espace. Le Feng Shui étudie l'influence des 9 planètes sur la Terre. Les Chinois ont analysé les effets du rayonnement solaire et de la rotation des planètes sur la Terre. L'observation des constellations permet d'identifier les lieux qui apportent la maladie, la richesse ou favorisent les bonnes relations. En analysant les éléments terrestres et célestes du Feng Shui, Maître So peut déterminer l'agencement le plus propice pour une pièce, un bâtiment et même une ville tout entière. Par nature, Hong Kong bénéficie d'un bon Feng Shui. Dans la science du Feng Shui, les montagnes larges évoquent la richesse, les montagnes étroites, la pauvreté. Or, les collines de Hong Kong sont arrondies et donc symboles de richesse. L'énergie ne doit jamais se répandre de façon incontrôlable. Par chance, Hong Kong est bercé par des vents doux. Le port Victoria est naturellement favorable. Large à l'embouchure, il va en se rétrécissant. Traduction, l'argent entre à Hong Kong plus vite qu'il n'en sort. Le port lui-même est vaste et tortueux, offrant à la ville toutes les chances de prospérer. Et de fait, elle compte parmi les plus riches. Comme les marchés boursiers, le Feng Shui attache beaucoup de prix à la stabilité et déteste l'incertitude. L'architecture doit suivre le vent et l'eau, non se dresser contre. Pas étonnant que le cœur de Hong Kong, son quartier financier, suive lui aussi le mouvement. L'endroit où je me trouve possède le meilleur Feng Shui de Hong Kong, mais le nec plus ultra, c'est le HSBC. Ces 2 escalators sont destinés aux clients. Ils n'ont pas un aussi bon Feng Shui que ceux réservés au personnel de la banque. Pour les clients, il y a les escalators qui portent malheur, et pour le personnel de la banque, ceux qui portent chance. Comme ça, la banque peut accroître ses revenus. Outre le fait qu'elle soit dotée d'un bon Feng Shui, la HSBC est aussi un symbole majeur. Tous les gens de passage à Hong Kong viennent la voir. Elle représente véritablement Hong Kong. Comme la ville qu'il symbolise, ce bâtiment est une réussite. Car les banques de Hong Kong ne sont pas seulement restées après la rétrocession à la Chine, elles ont prospéré. Et pourtant, des dizaines d'années après la construction de la HSBC, une légende persiste. On raconte que le bâtiment serait voué à disparaître. Le building de la Hong Kong and Shanghai Bank a été conçu à l'époque où les opposants à la rétrocession craignaient que l'armée chinoise ne fasse un jour irruption dans la métropole. Les banquiers ayant la phobie du risque, certains pensent que ce symbole de stabilité est doté d'un mécanisme de défense intégré. Selon la légende, sa structure serait si astucieuse que le building entier pourrait être démonté et envoyé en pièces détachées.
au cas où. Si l'on attache ici une telle valeur au bâtiment, c'est du fait du manque de terrain. Et pourtant, au sein d'un espace fini, Hong Kong continue de s'étendre. Cette mégapole bâtit tous azimuts. Pas seulement sur la terre ferme, mais également en mer et en direction du ciel. Ici, on ne recule devant aucun risque. Shirley Seat travaille sans filet. Elles sont une demi-douzaine dans toute la ville à ériger des échafaudages en bambou. Dans sa quête d'espace, la métropole allie anciennes techniques et technologies modernes pour gagner des mètres supplémentaires. Et quand il n'y a plus de place au sol, on va chercher en hauteur. Ici, comme toujours, l'argent est le fondement du progrès. Le bambou n'est pas seulement traditionnel, il n'est pas seulement léger, il est bon marché. Et comme Hong Kong, il est flexible. On utilise le bambou dans la construction en raison de son faible coût et parce qu'il est très solide. De plus, le travail peut être effectué très rapidement. La structure ne comporte pas une seule vis, pas un seul boulon. Sa cohésion est assurée par des liens en plastique. Si on l'attache là et qu'on le fixe à cet échafaudage, ça ne sera pas branlant. Je vais vous montrer. On tend bien et on maintient en place. On enroule bien serré jusqu'à former un nœud. On coince l'extrémité. C'est très solide et très stable. Stable, du moins pour le moment. Mais les matériaux naturels ont un inconvénient. Parfois, le bambou est endommagé au cours de la saison des pluies, ou par un vent violent, ou du fait de son exposition au soleil. Une fois, je construisais un échafaudage et j'ai fait tomber une tige de bambou. Elle était pourrie. J'ai failli tomber. Heureusement, je me suis rattrapée à l'échafaudage. Aujourd'hui, Shirley travaille sur le 60e étage. Ni harnais de sécurité, ni filet, ni parachute. La personne qui m'a formée m'a dit de ne pas regarder en bas quand je suis sur l'échafaudage. Si on regarde en bas, ça fait peur. J'avais peur quand j'ai commencé, mais ça fait 8 ans que je suis dans le métier et maintenant je n'ai plus peur. Plus on construit haut, plus le risque augmente. Mais face à la pénurie de terrain, Hong Kong n'a pas d'autre choix que de venir chatouiller le ciel. En constante évolution, cette mégapole offre un visage hors du commun. Regardez, vous ne verrez jamais un endroit pareil, parce que c'est une petite île. On construit des bâtiments tous collés les uns aux autres. Ça n'est pas comme dans d'autres pays où il y a une planification urbaine. Un bâtiment, un parking. Hong Kong, c'est un endroit minuscule. Un endroit minuscule aux rêves gigantesques. Pour assurer son avenir, cette mégapole est prête à construire des ponts vers le monde. Si le bâtiment de la HSBC a jeté les bases du futur de Hong Kong, en voici la pierre angulaire. La toute dernière tour du Centre international des finances, l'IFC. Conçue par César Pelli, architecte de renommée internationale, et achevée en 2003, elle représente le nouveau symbole de la ville. Je vous présente le plus haut building de Hong Kong, l'IFC 2. C'est moi qui l'ai construit. Enfin, moi et 3500 autres. Venez y jeter un œil.
David Demigan, chef de projet, a supervisé la construction de A à Z. S'élevant sur 420 mètres, l'IFC-2 est le 6e bâtiment le plus haut du monde. On a 88 étages, 1100 fenêtres, 62 escaliers roulants et le bâtiment pèse pas moins de 1 demi-million de tonnes. Pour le construire, il a fallu remuer ciel, terre et mer. Il y a quelques années, pour être là, il aurait fallu marcher sur l'eau. Entouré d'eau, Hong Kong souffre du manque de place. La ville ne pouvait survivre avec si peu d'espace. Alors on a décidé d'en créer. On appelle ça l'assèchement des terres. Première étape, la construction d'une digue composée d'une base en pierre et de blocs de béton acheminés par barge. Un ouvrage derrière lequel on déverse ensuite 700 000 bennes de sable. À mesure que le sable s'accumule, l'eau de mer est naturellement chassée. On évacue alors près d'un tiers du sable afin de creuser le sous-sol de 6 étages, une profondeur record à l'époque, et poser la tour sur une base solide. Superficie totale des terres conquises sur la mer, 20 hectares, soit près de la moitié de l'État du Vatican. Tout comme Hong Kong, ce projet est un modèle d'efficacité. L'IFC est le nouveau cœur de la métropole. Pour concevoir ce gratte-ciel, Demigan et ses collègues ont étudié les grands bâtiments des centres de commerce du monde entier. On est parvenu à la conclusion que les bâtiments avaient changé de manière significative. Et le changement le plus important concerne leur fonction et non leur forme. À l'ère des opérations bancaires électroniques, les systèmes informatiques ne peuvent flancher. Une panne de courant pourrait coûter des millions à une société. Dans l'IFC2, on dispose de 2 sources d'alimentation séparées. On a également des groupes électrogènes auxiliaires répartis dans le bâtiment sur 9 étages mécaniques. Chaque pièce est contrôlée par ordinateur. Les opérations effectuées manuellement dans d'autres bâtiments se font ici automatiquement. Les ingénieurs ont dressé la liste des défaillances potentielles et opté pour des solutions adaptées, à commencer par un poste de commande futuriste. La sécurité de nos locataires est notre priorité numéro 1. On a un total de 800 caméras de télévision en circuit fermé, toutes pouvant être contrôlées à partir d'ici. On a également 4 escaliers de secours pressurisés, ce qui signifie que même si les portes sont ouvertes, la fumée provenant d'un incendie à n'importe quel étage ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Les ascenseurs de la tour circulent à la vitesse phénoménale de 2 étages par seconde, permettant l'évacuation de 15 000 personnes en 22 minutes seulement. On a renoncé au verre parce qu'on s'est dit que les gens allaient avoir la nausée en voyageant à 8 mètres par seconde. Tous les dangers ont été anticipés, qu'ils viennent de l'homme ou de la nature. Plusieurs fois par an, Hong Kong est balayé par des typhons, s'accompagnant de vents pouvant atteindre 240 km/h. La parade de l'IFC, des vérins géants. Ces systèmes de vérins fonctionnent un peu à la manière d'un skieur. Imaginez que le corps du skieur soit le cœur du bâtiment. Ces grands vérins hydrauliques, ce sont ses bras. Et ces méga-colonnes, ce sont ses bâtons. Et c'est ce qui empêche le bâtiment d'être renversé par le vent. Ce gratte-ciel de construction visionnaire symbolise la ville elle-même, tout comme l'élément le moins fonctionnel du bâtiment. Ces nageoires dressées au sommet du building ont été conçues par César Pelli. Elles représentent des doigts qui symbolisent l'esprit du peuple de Hong Kong, toujours prêt à aller plus haut.
L'IFC-2 incarne également un élément plus tangible, le profit. Le bâtiment a coûté la coquette somme de 3 milliards de dollars. Mais il s'agit d'un véritable investissement dans l'avenir financier de la mégapole. Si on n'avait pas construit ce bâtiment ici à Hong Kong, cette ville serait devenue moins compétitive face à ses concurrentes asiatiques, Singapour, Tokyo et plus récemment Shanghai. L'IFC-2 a été construit pour rapporter de l'argent, mais également pour en abriter. Les 14 derniers étages accueillent la Hong Kong Monetary Authority, une agence de premier ordre dans une ville gouvernée par la finance. Mais si l'IFC est véritablement international, c'est grâce aux liens qui le relient au monde extérieur. Cette ligne assure la liaison entre le gratte-ciel et l'aéroport, directement de la tour à la piste. À leur arrivée, les visiteurs peuvent rejoindre l'IFC en seulement 23 minutes par le train express. On ne perd donc pas de temps entre l'aéroport et la ville. Et c'est là un problème majeur dans d'autres grands centres financiers de nos jours. En quittant l'IFC, on plonge en douceur dans la ville grâce à un nouveau mode de paiement qui change la vie au quotidien. Voici ma carte Octopus. Je l'utilise pour prendre le métro, le bus et payer dans les magasins. L'Octopus est à la fois une carte de transport et de paiement. Elle s'utilise dans les bus et les métros, mais également dans les distributeurs automatiques, les drugstores, les fast-foods, un peu partout où l'on paierait en liquide. La technologie Octopus peut être insérée dans les téléphones portables, les montres ou les bijoux. Autant dire qu'elle vaut son pesant d'or. Avec cette carte, on ne perd plus son temps à demander les tarifs, à acheter un billet ou à faire de la monnaie. On scanne et on passe. Étirant ses tentacules à travers Hong Kong, l'Octopus modifie peu à peu les flux commerciaux au sein de la ville. Mais le volume du commerce est lui aussi sur le point de changer. Aucune ville bâtie sur le commerce ne peut demeurer une île. Aussi, Hong Kong maintient-elle de forts liens maritimes et aériens avec le monde extérieur et s'apprête à établir une nouvelle liaison. Un exploit d'ingénierie sans précédent. Objectif : bâtir de nouveaux ponts commerciaux à travers la région. Et nouveaux, ils le sont à bien des égards. Président du conseil d'administration de la 3e société d'exploitation de Hong Kong, Sir Gordon Wu a apporté une infrastructure moderne à l'Asie du Sud-Est. Là, ce sont les réseaux autoroutiers qu'on a construits en Chine, des centrales électriques dans les Philippines et en Chine. Aujourd'hui, ce milliardaire hongkongais est à l'affût des opportunités se présentant à sa porte. Chaque fois que je vois cette ville, je vois des occasions, des besoins en termes d'infrastructures, même si on a déjà des opportunités énormes devant nous du fait de l'économie chinoise. Jusqu'à présent, Hong Kong s'est employé à resserrer ses liens avec l'Occident. Sir Gordon veut aujourd'hui se rapprocher de l'Est. Pour lui, le dragon chinois est une mine d'or. À 2 pas de Hong Kong, la province de Guangdong rassemble une population 10 fois plus nombreuse. Sir Gordon entend bien exploiter le filon. Son atout, une merveille d'ingénierie, un pont géant en forme de Y, reliant Hong Kong à 2 points de la Chine continentale. Là, vous avez Hong Kong. Au cours des 25 dernières années, la rive est du delta s'est considérablement développée. Mais de ce côté-là, ça s'est beaucoup moins développé. Donc si on construit un pont, on va contribuer à développer la rive ouest et lui donner toutes les chances de réussir. Ce sont les États-Unis qui ont inspiré à Sir Gordon son idée de pont chinois,
et plus précisément le pont-tunnel de la baie de Chesapeake, un ouvrage de plus de 28 km qui a été élu l'une des 7 merveilles d'ingénierie des temps modernes. Si les Américains ont pu construire un tel pont dans les années 60, je suis sûr qu'on y arrivera nous aussi, et probablement avec une meilleure technologie et dans un laps de temps plus court. Une fois achevé, cet ouvrage pourrait bien être la 8e merveille du monde. Le pont partira de la pointe de l'île de Lantau en direction de l'embouchure de la rivière des Perles. Mais à mi-chemin, il bifurquera. Pour préserver un canal de navigation, les ingénieurs le font passer à travers un tunnel de 3 km de long, connecté par 2 îles artificielles. Peu avant le milieu du trajet, le pont deviendra ainsi une véritable merveille d'ingénierie. Il se séparera en 2. Les 2 branches aboutiront dans les villes chinoises de Zhuhai, un centre industriel, et de Macao, capitale du jeu de la région. S'étirant sur 29 km, il sera le 2e pont le plus long du monde. Mises bout à bout, ces différentes sections pourraient enjamber la ville de Washington tout entière. Une fois achevé, il fermera la boucle autour de Hong Kong, faisant de cette dernière un maillon essentiel dans les échanges commerciaux de la région. En digne entrepreneur hongkongais, Sir Gordon paraît confiant pour un homme investissant son propre argent. Vous savez, vivre, c'est prendre des risques. Même quand on mange, on peut s'étouffer et mourir. La vie est pleine de risques. Le tout, c'est de savoir si on a bien évalué ces risques, si on a bien fait le calcul et si les circonstances sont favorables. Je vais dans mon restaurant, un de mes restaurants. J'en ai 26 dans la ville. Le nom de Jackie Chan évoque davantage le monde du cinéma que celui des affaires. Mais dans une ville dirigée par l'argent, la diversification paye. Je possède une ligne de vêtements, j'ai des restaurants, un cinéma, un magasin de location de caméras. Quoi d'autre? Du merchandising, une boîte de production cinéma, une boîte de programmes télé. Et j'en oublie. C'est un de mes restaurants. Venez. C'est une bonne heure, juste après le déjeuner. Vous prendrez bien un petit dessert? La spécialité de la maison, les fruits de mer servis façon fast-food. Des prix modérés et des portions adaptées à l'appétit hongkongais. Ils veulent du rapide. Ils s'assoient, avalent leur assiette, paient et ressortent. Parce que le temps, c'est de l'argent. Si Jackie a réussi là où d'autres ont échoué, c'est parce qu'il a su ajouter un ingrédient manquant. D'autres personnes ont fait faillite et j'ai racheté. J'ai racheté et j'ai tout changé. J'ai changé le slogan, l'image, l'apparence. On me donne des cours, j'apprends. Pas comme dans le cinéma. Dans le cinéma, je continue d'apprendre. Mais dans les affaires, je commence tout juste. Je suis comme un enfant à la maternelle. Mais l'enfant apprend très vite. De nos jours, tout le monde a un portable. Des fois, il se décharge. Donc, vous pouvez prendre votre chargeur et charger ici. Vous fermez à clé. Et quand vous avez fini votre repas, votre téléphone est complètement rechargé. Je réfléchis à ce genre de choses. Si vous voulez survivre dans ce genre de métier, il faut savoir changer. Jackie incarne le succès de Hong Kong. Pour devenir le meilleur, il faut évoluer. Pas de changement, pas de progrès. Chacun a son propre style. Quand j'étais jeune, je n'avais pas encore trouvé le mien. On copie toujours les autres. Quand on regarde des films, par exemple, avec Bruce Lee,
La première fois que j'ai tourné un film américain, le réalisateur m'a dit « On va faire de toi un Clint Eastwood ». J'ai fait un film à Hong Kong et le réalisateur m'a dit « Tu vas devenir un second Bruce Lee ». Et je me suis dit « Pourquoi je n'utiliserais pas ma propre personnalité, mon propre style, le style Jackie Chan ?» Je veux amuser les gens, j'aime l'humour, j'aime faire rire les gens, je veux être moi-même. Et boum, le film a été un succès. Ok, reculez. Silence, moteur. Action. Afin de tirer parti de sa réussite, Jackie Chan est passé de l'autre côté de la caméra. C'est sa société qui produit House of Fury, un film d'arts martiaux. Aujourd'hui, le réalisateur Stephen Fong va tourner quelques minutes du film. Il faudra des mois avant que celui-ci ne sorte dans les salles, mais une menace pèse sur le cinéma hongkongais. Dans les heures qui suivent sa sortie, le film sera volé, copié et vendu illégalement, pour à peine le prix d'une place de cinéma ou d'un DVD. Le plus gros risque, c'est les gens qui téléchargent des films depuis Internet. C'est ce qu'on redoute le plus. Les pirates, l'ancien fléau de Hong Kong, sont de retour. Au lieu d'écumer la mer de Chine méridionale, ils arpentent les rues de la ville en quête d'un inestimable butin, la propriété intellectuelle. C'est pareil aux États-Unis quand les gens téléchargent des musiques. C'est l'une de nos pires craintes. Hong Kong a survécu aux pirates des mers. Peut-être survivra-t-elle à leur version vidéo. Mais la plus traîtresse des formes de piraterie menace aujourd'hui la ville. Un danger insidieux qui pourrait bien lui ôter sa garantie la plus précieuse. L'argent est l'acte de foi par excellence. C'est un symbole de richesse et non un trésor en lui-même. En soi, un billet ne vaut même pas le papier sur lequel il est imprimé. Autrefois garanti par une contrepartie en or, il repose aujourd'hui sur la confiance. Mais à Hong Kong, où l'argent est la clé de la survie, la confiance peut être ruinée par de simples bouts de papier. Les faux billets. L'ancienne monnaie de Hong Kong a été utilisée ici pendant plus de 10 ans. On s'est donc dit qu'il fallait qu'on incorpore des signes de sécurité dans notre nouvelle monnaie. Hong Kong est l'une des capitales mondiales de la contrefaçon. Mais à présent, les faux monnayeurs vont devoir composer avec Takian Chan. Sa mission ? Utiliser les nouvelles technologies pour protéger l'élément le plus précieux de Hong Kong, sa monnaie. Le temps, c'est de l'argent, et M. Chan ne perd pas une minute. En l'espace d'une heure, il peut imprimer pour 250 millions de dollars de billets. Des billets dont la conception a pris 2 années entières. Résultat, l'une des monnaies les mieux gardées au monde. Mais pour comprendre ce qui fait sa fiabilité, il faut plonger là où personne n'est jamais allé, à l'intérieur du billet lui-même. Parmi les éléments de sécurité figure une encre dont la couleur change lorsqu'on incline le billet. Un fil de sécurité métallique tissé dans le papier et des images holographiques. Un code-barre visible uniquement lorsqu'il est exposé à des rayons ultraviolets. Des fibres colorées insérées de façon aléatoire dans le billet et également révélées par des rayons ultraviolets. Et enfin, une image iridescente qui apparaît lorsqu'on incline le billet sous une lumière vive. Ces nouveaux billets sont si sophistiqués qu'il faut 3 machines différentes pour les imprimer. La première imprime de façon très nette les motifs translucides, simultanément au recto et au verso du billet. La deuxième lui confère sa texture. Et enfin, la troisième applique les encres produisant des images variables sous différentes lumières.
Toutes ces caractéristiques rendent les billets extrêmement difficiles à contrefaire. Dans la plupart des pays, la conception et l'impression des billets sont assurées par le gouvernement. C'est également le cas en Chine, à l'exception de la mégapole de Hong Kong. Ici, la monnaie est créée par les 3 plus grandes banques de la ville, chacune possédant ses propres modèles de billets. En revanche, une seule usine imprime les billets des 3 banques, la Hong Kong Note Printing Limited, une véritable machine à sous. Au cours d'une année, l'usine imprime quelques 320 millions de billets et injecte ce sans frais dans l'économie de Hong Kong. Les nouveaux billets de banque ne protègent pas seulement les réserves monétaires, ils sont révélateurs des personnes qui les utilisent. Les habitants de Hong Kong savent que si on ne travaille pas assez, on n'a aucune chance. Donc, je ne baisserai jamais les bras. Je travaillerai toujours d'arrache-pied. C'est mon état d'esprit. Le cœur et l'âme de la ville, ce sont les gens. Ici, les gens foncent et s'affairent sans cesse. Je pense que le rythme à Hong Kong est probablement plus rapide qu'à New York. Dans cette mégapole, l'argent change tout. Amélioration continue. On n'est jamais assez bon. Jamais. On s'améliore de jour en jour, petit à petit, mais on avance sans jamais s'arrêter. Les gens s'améliorent de génération en génération. C'est l'esprit de Hong Kong. À Hong Kong, l'avenir est tout tracé. Il suffit de suivre l'argent.